soir, c'est explorer sa structure de personnalité par les états d'expansion de conscience. Donc il y a deux aspects dans cette conférence. Qu'est-ce que c'est que la structure de personnalité, à quoi ça correspond, et comment on fait pour l'explorer. Quand on parle en psychologie de structure de personnalité, souvent on fait référence à des structures pathologiques. On va parler de structures névrotiques, de structures psychotiques. On ne va pas parler de structures dites normales, dans la norme. C'est Freud qui a commencé, qui a beaucoup parlé de cette structure de personnalité au départ, et qui dit qu'elle se construit. Elle se construit depuis la naissance avec notre histoire, avec ce qu'on va vivre avec nos parents, avec ce qu'on va vivre avec notre famille, à ce qu'on va recevoir en héritage de nos familles, avec ce qu'on va vivre dans le collectif, c'est-à-dire dans le pays dans lequel on est, dans la culture, dans le milieu social, dans la religion, dans l'éducation, tout ce qui va venir structurer, impacter et faire que cette personnalité va naître. Et Freud dit que cette personnalité fait que la psyché se cristallise. Ça veut dire que cette personnalité se structure une fois pour toutes, qu'elle est cristallisée. Et dans les cristaux, je ne sais pas si vous savez, il y a des lignes de force et il y a des lignes de faille, il y a des lignes de fragilité. Et bien dans notre personnalité, c'est exactement la même chose. Il y a des lignes de force et il y a des lignes de faille. Et quelquefois, cette structure peut décompenser. On peut aller vers du burn-out, de la dépression, une décompensation névrotique, une décompensation psychotique, des décompensations psychiatriques qui nécessitent un traitement. C'est parce que ce que nous avons à vivre devient difficile, parce que nous n'arrivons plus à faire face à nos peurs, à nos croyances, aux événements de la vie, au deuil, à différentes choses qui s'accumulent, que d'un seul coup, la ligne de faille va être touchée, la ligne de fragilité du cristal va être touchée et la personnalité va s'effondrer et va décompenser. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, quelquefois, un traitement est nécessaire. Donc, en psychiatrie traditionnelle, on va donner des médicaments, souvent des anxiolytiques, des antidépresseurs, des neuroleptiques, enfin des tas de choses comme ça. Mais on va aussi peut-être préconiser une psychothérapie, une psychanalyse pour pouvoir remettre la psyché d'aplomb, permettre au cristal de retrouver sa puissance, sa force, son rayonnement. Et très souvent, la plupart du temps, la personnalité revient à la normale, à ce qu'on appelle la norme. Sauf dans certains cas beaucoup plus graves, qui sont parfois innés ou qui sont acquis, où c'est beaucoup plus difficile, comme dans les psychoses, les schizophrénies par exemple. Ce dont je vais vous parler ce soir, ce ne sont pas les personnalités pathologiques. C'est votre structure de personnalité à vous, celle qu'on dit normale. Comment est-ce que ça se crée, comment ça fonctionne, et comment est-ce qu'on peut l'explorer, et comment est-ce qu'on peut faire pour réparer ces lignes de faille, ces lignes de fragilité, de faiblesse, et comment faire pour que ce cristal rayonne, c'est-à-dire qu'on s'épanouisse pleinement. Et donc, pour comprendre comment se structure la personnalité, on va commencer par aller voir qui je suis. Qui je suis et qu'est-ce que je suis et comment ça marche. Et donc, je suis, qui suis-je? Je le définis toujours par je suis. Je suis celui qui est. Je ne suis pas celui qui pense. C'est Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Non. Celui qui pense, c'est mon mental. Je suis ce que je suis en profondeur est au-delà du mental. Il observe le mental qui pense, il observe celui qui pense. Je suis dans toutes les traditions, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, en Amazonie. Je suis allée vraiment rencontrer dans le plus profond des tribus, des chamans, des hommes médecine, dans toutes les cultures, dans toutes les tribus, dans toutes les religions. On dit que l'homme porte en lui la perfection, que l'homme porte en lui une dimension qui est à l'image du divin
quand on parle de religion, quand on parle de sacré. Et quand on n'a pas de religion et pas de croyance de ce type, on va dire l'homme porte en lui la perfection. Au fin fond de l'Amazonie, dans les plus profonds villages, le sage dit toujours « tu as en toi la perfection ». Et cette perfection, on la représente comme ceci. Je suis. Et lorsque je m'identifie à ce je suis et que je le manifeste, j'ai un sentiment d'unité. J'ai un sentiment de faire partie d'un tout, d'être unifié à ce tout, d'être en résonance avec le tout, en résonance avec la terre, avec les plantes, avec les arbres, avec les fleurs, avec les animaux, avec les êtres, avec les humains, avec leur histoire. Je résonne. Je suis dans un état d'amour inconditionnel. Je suis lumière. Je suis amour. Je suis perfection. Je tends vers cette perfection et je le manifeste. Dès l'instant où l'être humain va s'individualiser, c'est-à-dire qu'il s'incarne, il vient dans une famille pour naître et pour faire l'expérience de la vie. Il va structurer une couche qui l'enveloppe, qui le pénètre, qui agit sur lui, qui va générer des stratégies inconscientes, des stratégies conscientes également, et qu'on va appeler cette personnalité. Comment la personnalité se construit-elle? Avant même de naître, j'ai déjà des couches qui m'enveloppent, et à mesure que ces couches m'enveloppent, je vais oublier qui je suis. La première couche qui m'enveloppe, c'est une couche à laquelle on ne croit pas beaucoup dans nos pays occidentaux, mais si vous allez en Inde, par exemple, pour tout le monde, c'est une évidence. Et quand vous rencontrez des gens en grande difficulté, des gens très pauvres, ils vont vous dire « Je n'ai pas un bon karma, have not a good karma, very bad karma », avec ce petit accent que je connais bien du pays de Tamil Nadu. Ce karma, ça fait la première couche sur notre structure de personnalité parce que c'est la synthèse de tout ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures. Pour les Indiens, on vit plein de vies et dans chaque vie, on doit faire un chemin d'évolution pour s'éveiller de plus en plus, manifester de plus en plus ce je suis. Et à mesure que j'évolue, je me libère de ce karma pour pouvoir ensuite m'éveiller totalement. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe karmique, la couche karmique. La deuxième couche qui va structurer ma personnalité, cette couche-là, elle va me donner des codes d'éducation, des modes de pensée, des codes de politesse, des codes de tenue à table, des références collectives propres au groupe auquel j'appartiens. C'est ce qu'on appelle le collectif. C'est la couche du collectif dans laquelle il y a par exemple le pays dans lequel je vis, le régime politique. Si je vis dans un pays démocratique, où j'ai le droit de m'exprimer, où je suis libre d'aller, de venir, de voyager, de choisir ma vie, je ne vais pas avoir la même structure de personnalité que si je vis en Roumanie ou en Union soviétique à l'époque du communisme, à l'époque où il était très influent. Les personnalités roumaines avec qui je travaille, j'ai plusieurs femmes roumaines qui sont venues et hommes roumains qui sont avec de très, très belles études, de très beaux niveaux, qui sont venus travailler avec moi, disent qu'elles vivaient dans la peur d'être vues, la peur d'être dénoncées. Ça va agir sur votre structure de personnalité et générer des peurs. Si vous vivez dans un milieu aristocrate, dans un milieu bourgeois, vous allez recevoir des codes, des repères. Les bourgeois cathos, par exemple, les bourgeois bobos, sont des repères éducatifs différents. Les repères de l'aristocratie sont encore différents. Les repères ouvriers, où on va transmettre la solidarité, la fraternité, le courage, l'importance du travail, de la valeur du travail. Tout ça, ça va structurer ma personnalité. Je vais ensuite me récupérer une nouvelle couche. C'est la couche qui me vient de ma famille. Cette couche qui vient de la famille, elle m'est transmise par fidélité. Si j'ai le même prénom que ma grand-mère,
que mon grand-oncle ou que mon oncle tout simplement, je vais être en fidélité avec cette personne. Si j'ai le même jour et le même mois de naissance, je vais être en fidélité avec les personnes de mes aïeux qui ont ce même jour et ce même mois de naissance, ce même jour et ce même mois de mort qui correspond à ma date de naissance. Je suis en fidélité avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire être en fidélité avec eux en termes de structure, de personnalité? Je vais leur ressembler. Pas forcément leur ressembler physiquement, mais peut-être au niveau de la santé. S'il y en a un qui est diabétique, je vais me récupérer son diabète. S'il y en a un qui a fait faillite, je ne vais pas me donner le droit de réussir. Je vais engrammer dans mon inconscient, dans ma couche, l'injonction « t'as pas le droit de faire mieux que lui ». Et je vais me manifester de façon inconsciente, de façon à ne pas faire mieux que lui. S'il y a des histoires d'inceste et d'abus dans mon histoire familiale, dans les fidélités, je vais me le récupérer. Et je risque, en tant que jeune fille ou en tant que jeune homme, d'être abusée et d'être un enfant victime de non-respect du corps. Donc tout ça, c'est tout ce qui va venir de l'histoire familiale. Il y a aussi toutes les choses positives, tous les talents, tous les dons, toutes les qualités, la force de caractère, la puissance, la capacité d'amour, la capacité à décider, à agir, à créer, à être entrepreneur. Tout ça sont des choses que je vais recevoir, qui vont structurer ma personnalité, qui vont faire que je vais avoir conscience de cette valeur, de ces qualités, de ces talents, et que je vais les manifester. Idem dans le collectif, tout ce qui est positif m'est transmis, y compris tout ce qui est négatif. J'ai oublié de parler dans le collectif des religions. Les religions nous impactent énormément au niveau de notre structure de personnalité à travers l'égrégore qu'elles forment, à travers la puissance qui est sans arrêt nourrie par les rituels, les offices, les messes, les offices dans les différentes églises, synagogues, à la mosquée, etc. Ça nourrit les égrégores et ça renforce le pouvoir sur nous. Donc ça, c'est ce qui vient du collectif et ce qui vient de la famille. Il y a un troisième élément qui va venir structurer ma personnalité et qui est très très important. Cet élément, c'est celui de mon histoire personnelle. On va reprendre notre « je suis » qui arrive pour s'incarner sur la terre et qui, je vais dire quelque chose qui va peut-être heurter certains, qui choisit son papa et sa maman. Alors, il y en a qui vont me dire « ah bah oui, j'ai choisi un père maltraitant, franchement, moi je crois plutôt que je ne suis pas bien tombée ». Eh bien, avec le travail, on découvre que finalement, ce n'est pas par hasard qu'on est arrivé chez ce papa-là ou cette maman-là, et que quelque part, on les a choisis avant de venir s'incarner. Je choisis donc mon père et ma mère et je viens m'incarner. Qu'est-ce qui se passe dès l'instant où je descends? Je viens me nider dans l'utérus de ma mère. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle m'attend? Est-ce que je suis désirée? Est-ce que je suis attendue? Est-ce que je suis un enfant accident? Est-ce que je suis arrivée avec un retour de couche 10 mois après celui qui est avant moi? Dans quelles conditions est-ce que j'ai été conçue? Si je ne suis pas désirée, pas attendue, ça va faire un impact. Puis il va y avoir la grossesse. Qu'est-ce que je vais vivre dans le ventre de maman? Est-ce que je vais être aimée, accueillie, enveloppée d'amour? Est-ce qu'on va me parler? Est-ce qu'on va faire de l'autonomie? Est-ce qu'on va m'attendre? Est-ce qu'il va y avoir des signes extérieurs que je suis attendue, que je suis aimée? S'il n'y en a pas, que c'est le vide et le désert, un impact encore. Comment vais-je naître? Est-ce que je suis bien dans le ventre de maman? Je ne suis pas trop pressée de sortir. Mais si je ne suis pas très bien, que je manque d'amour, que c'est un peu froid, que je m'y sens un peu seule, je vais avoir envie de sortir vite. Peut-être je serai prématurée. Si j'arrive sur cette planète, dans cette famille, et que je sens tout ce qu'il y a autour, et je me dis, qu'est-ce que je suis venue faire ici? J'ai qu'une envie, c'est repartir d'où je viens. Il va falloir aller me chercher. Césarienne, forceps, ventouse, tout ça sont des explications symboliques qui donnent du sens et qui impactent, tout ce qui se vit là impacte notre personnalité. Donc ma naissance, est-ce que je suis accueillie? Est-ce que j'ai envie de venir? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce qu'on vient me chercher avec une césarienne, des forceps, des ventouses? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que tout va bien dès que je suis née?
Si c'est négatif, ça fait des impacts. Qu'est-ce que je vais vivre dans les premiers jours, les premiers mois de ma vie? Est-ce qu'il y a de l'amour, de la présence? Est-ce qu'on me laisse dans un coin? Est-ce qu'on me nourrit au sein? Est-ce qu'on me donne le biberon? Est-ce que je suis enveloppée d'amour ou pas? Tout ça va structurer ma personnalité et créer ce qu'on appelle des mémoires. Et puis je vais faire l'expérience de la vie, mon éducation, et je vais commencer mes apprentissages, l'apprentissage de la propreté, l'apprentissage pour parler, puis tout doucement, je vais marcher, je vais m'occuper, je vais jouer, mais je vais casser, je vais peut-être faire des bêtises, je vais me faire gronder, et je vais peut-être m'entendre dire « mais t'es pas sage, mais t'es pas gentil, mais t'es nul ». Et si ça se répète beaucoup dans mon éducation, par mes parents, par mon père qui me juge, qui me critique, par mes enseignants, par mes éducateurs, ça m'impacte et tout doucement je me rétracte. Tous les jugements, les punitions, tout ce qu'on dit de moi, les critiques viennent m'impacter. Tous les manques d'amour, les carences en affection, le manque de câlin, de tendresse, de toucher sain, ça vient m'affecter. Toutes les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures de trahison, les blessures d'injustice, toutes ces blessures viennent m'impacter. Qu'est-ce qui va se passer au regard de ça au niveau de ma structure de personnalité? Il va se passer que tout doucement, je vais perdre la conscience de mon je suis, perdre la conscience de ma valeur, de mes talents, de cette perfection qui est là. Je vais l'oublier. Ça, et ça, je vais l'oublier, et ça, parce qu'on m'a répété, t'es trop, t'es pas assez, t'es plus, t'es moins, t'es le plus, t'es le moins. Et au final, arrivé à la fin de mon adolescence, je dirais même avant l'âge de 6 ans, la structure de personnalité est déjà cristallisée dans la psyché. Avant même l'âge de 6 ans, voilà l'image qui reste, voilà l'image que j'ai de moi. Un petit truc rabougri, rétréci. Et quand je reçois en consultation dans mon cabinet des adolescents et que je leur demande, alors dis-moi, quels sont tes talents, quelles sont tes qualités? Ils me regardent avec des yeux exorbités en me disant, mais si je suis chez vous, c'est que j'en ai pas. C'est que je suis nulle, c'est que je suis pas capable, c'est que je suis pas à la hauteur. Ils ont totalement intégré le repère extérieur qu'on leur a donné. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tous ces talents, toutes ces qualités, je les oublie et je les enfouis dans mon inconscient. Les psychanalystes disent que notre personnalité a 1/10 de conscient. Je ne suis conscient que d'1/10 de ma personnalité et 9/10 d'inconscient. Qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient? Dans mon inconscient, il y a d'abord tout l'or qui est là, c'est de l'or. Je l'ai oublié, je l'ai refoulé. Tous mes talents, toutes mes qualités, tout ce qui tend vers la perfection, je l'ai renvoyé au fond. Je l'ai renvoyé parce que j'ai entendu t'es nul, t'es pas assez, t'es trop, t'es moins, t'es le plus, t'es le moins. Et toutes ces mémoires, tous ces impacts qui m'ont fait mal, qui ont généré des émotions, qui ont généré de la colère, je les ai refoulés. On est dans ce qu'on appelle le processus du refoulement. J'essaie de les oublier et je vais réussir à les oublier. Et je peux complètement occulter des mémoires terribles de maltraitance, de violence, d'abus sexuels. Je peux mettre tellement de couverts, tellement d'énergie pour le refouler que je l'oublie complètement. Comme ça, je n'en souffre pas. Et j'ai l'impression que c'est terminé. Le problème, c'est que tout ça, ça a une énergie propre qui à tout moment se manifeste dans ma vie, à tout moment va agir dans ma vie et sur ma personnalité. Pourquoi? Parce que dès l'instant où j'ai été très abîmée, où j'ai perdu la conscience de ma valeur, je vais construire un mécanisme de compensation, une structure compensatoire, une structure d'adaptation, une structure de survie tout autour
Dans cette structure, je vais trouver toutes les stratégies inconscientes que je vais mettre en place pour m'adapter à ce milieu, à cette planète, à cette terre, à ces valeurs, pour m'adapter à mes parents, pour survivre si je vis dans un monde de maltraitance, de jugement, d'humiliation, de rejet ou d'abandon. Pour compenser, j'ai une image très dégradée, très abîmée de moi, je vais compenser. Et il y a plein de stratégies inconscientes de compensation dans le paraître, dans la voix, dans le pouvoir, dans la jouissance. Il y a plein de stratégies. Et je vais compenser avec tout ça. Et dans cette couche-là, il y a les mémoires de mes souffrances que j'ai refoulées, que j'ai oubliées. Il y a toutes les stratégies inconscientes d'adaptation, de compensation et de survie qui vont constituer la dernière couche de ma personnalité. Et cette dernière couche, elle est là et elle agit sur moi. Cette dernière couche, c'est ce qu'on appelle la couche personnelle. Alors, si on regarde et qu'on fait référence au langage populaire, quand on dit qu'on s'en tient une couche, et bien les voilà les couches. La couche du karma, la couche du collectif, la couche familiale et la couche personnelle. Et cette couche-là, c'est ce qu'on appelle la couche de personnalité extérieure. Celle qui s'est construite depuis l'enfance et qui agit dans ma vie aujourd'hui. Comment agit-elle, cette couche de personnalité? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir un certain caractère, certaines attitudes, certains comportements? C'est sous-tendu par toute cette histoire, avec toutes les mémoires qui sont dedans, avec toutes les souffrances, toutes les émotions, toute la colère que j'ai refoulée. Chaque fois que j'ai une situation à vivre, quelle qu'elle soit, je suis appelée dans le bureau de mon chef. C'est une situation banale que tout le monde vit. Eh bien, cette situation, elle a des informations. Comment est mon chef? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est colérique? Est-ce qu'il est speedé? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est élégant? Est-ce qu'il est charmant? Est-ce qu'il est bien éduqué? Tout ça, ce sont des informations. Il suffit qu'une seule information vienne toucher mon cerveau limbique, qui est le siège de la mémoire. Ce sont les mémoires de mon histoire, positives et négatives, qui sont engrammées dans des zones de mon cerveau limbique. Les zones réticulées, les petites amygdales, mais pas les amygdales de la gorge, les amygdales du cerveau, c'est comme ça qu'on les appelle. Par exemple, il y a d'autres exemples. Si cette information vient cliquer comme Google, je mets mon mot-clé, je clique, c'est scanné dans mon cerveau limbique, et mon cerveau limbique va dire ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelque chose de positif. Tout ce que j'ai vécu de positif nourrit mon je suis, renforce mon je suis, répare mon je suis s'il a été abîmé. Chaque fois que je reçois de l'amour, chaque fois que je suis valorisée, que je suis reconnue, que je suis accueillie, que je suis aimée, mon je suis se renforce. Si ça connecte une mémoire négative, mes mémoires négatives, elles sont là, dans cette couche-là et dans mon cerveau. La mémoire négative, elle a une énergie propre. Dès l'instant où le présent ressemble à quelque chose du passé de négatif, ça clique et ça dit attention. Attention, danger. Ça dit stress. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce stress? Mon hypophyse envoie de l'adrénaline, des hormones qui vont faire sécréter les corticosurrénales, qui vont libérer de l'adrénaline et qui vont mettre en phase d'accélération. Je vais être accélérée, stressée, je vais être accélérée, tension cardiaque augmente, pression artérielle, la fréquence cardiaque augmente, la tension musculaire augmente, mon foie libère du glycogène, ma tension musculaire, tout se met en route pour que je puisse réagir à ce qui se passe. Parce que si ça distresse, ça dit peut-être qu'il y a un danger. Si par exemple mon chef ressemble à mon père d'autrefois, et que mon père était quelqu'un de merveilleux,
Quand je vais être convoquée chez lui, je vais projeter sur lui les mémoires du passé, les mémoires positives, et je vais dire « Oh, j'aime bien mon chef, il est super, on travaille bien ensemble et je vais aller le voir avec plaisir. » Si mon chef ressemble à mon père d'autrefois, qui était un père sévère, exigeant, difficile, qui me punissait, qui en demandait toujours plus, qui était insatisfait, qui me jugeait, dès l'instant où je vais être convoquée dans le bureau de mon chef, ça réveille cette mémoire de façon inconsciente, ça me met sur le qui-vive, ça crée un stress et j'ai peur. J'ai peur qu'il ne soit pas content, qu'il me rejette, j'ai peur de revivre ce qui se passait autrefois. Je réveille mon enfant intérieur, l'enfant de mon histoire, l'enfant qui a vécu toute mon histoire. C'est la conférence que j'ai faite hier. Dès l'instant où cet enfant intérieur est réveillé, j'ai ma couche qui prend le pouvoir, c'est mon cerveau reptilien qui prend le pouvoir, c'est le cerveau réflexe, et c'est lui qui va me commander. Et il va commander toutes mes attitudes, tous mes comportements, et générer ma structure de personnalité, parce que je vais être colérique, agressive, je vais me défendre, je vais monter au créneau, je vais être dans le rapport de force et dans le rapport de pouvoir, c'est ce qu'on appelle le comportement reptilien lutte, où je vais être dans la fuite, j'ai tellement peur, je suis tellement stressée, que le matin de mon entretien, je vais me faire une entorse, ou je vais me faire un accident, ou une bonne gastro-entérite, comme ça j'aurais pas besoin de jouer à mon chef, et j'ai une bonne raison, et je somatise, et je suis dans la fuite, ou je vais me replier, je m'éteins, je m'écrase, je rentre dans ma coquille, j'attends que ça passe, ça peut aller jusqu'à me résigner, ça peut aller jusqu'à me laisser mettre sous emprise. Voilà les trois comportements, les trois types de structure de personnalité, lutte, fuite, repli, quand on est en situation de stress, quand on est en situation d'insécurité, de peur, quand c'est réveillé par la situation du présent qui vient réveiller une mémoire du passé, qui vient toucher une mémoire de cette couche. Cette couche de personnalité extérieure, on l'appelle aussi l'ego négatif. Ici, on peut l'appeler aussi l'ego positif. C'est moi, conscience incarnée, qui me manifeste à travers mon corps de façon négative. Comment on va faire pour explorer cette personnalité et pour aller réparer les failles, réparer les mémoires qui sont là? J'ai 30 ans d'expérience en tant que médecin, d'abord en médecine générale, j'ai eu une période de médecine du travail pour pouvoir être plus disponible pour mes enfants, mais j'avais une consultation en médecine générale et de psycho tous les jours, il y avait 2500 salariés dans l'entreprise où j'étais. À travers mon expérience, j'ai vu toute cette souffrance, j'ai eu envie d'aller comprendre et j'ai eu envie, moi, de faire l'expérience, de faire ce chemin avec la psychologie, la psychanalyse, toutes différentes formes de formation. J'ai passé ma vie à me former et à explorer tous les outils, toutes les techniques pour aller mieux et pour permettre aux gens d'aller mieux. Et c'est comme ça que j'ai avancé sur ma mission de vie pour permettre aux gens de révéler leurs talents, d'harmoniser leur structure de personnalité et de créer de la valeur pour eux-mêmes, pour les autres, pour le monde. Dans toute mon expérience, dans tout ce que j'ai fait, les outils les plus puissants que j'ai trouvés sont les outils d'expansion de conscience. Sont les outils qui permettent le mieux d'explorer la structure de personnalité. Comment ça marche et qu'est-ce que c'est? Vous connaissez, vous les pratiquez sans le savoir. Comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir dans Le Bourgeois Gentilhomme, vous faites des états d'expansion de conscience sans le savoir. Pour comprendre les états d'expansion de conscience, il faut d'abord accepter l'idée que je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis aussi un corps d'énergie. Voici mon corps physique avec mon cœur, avec mon cerveau, mon cervelet, ma moelle épinière, avec à l'intérieur de mon corps des vaisseaux, des artères, des veines, des canaux lymphatiques. Voilà comment je suis. Bon, c'est un résumé raccourci. Je ne suis pas qu'un corps physique, ça veut dire que je suis un corps d'énergie. Aujourd'hui, la physique quantique montre de plus en plus que nous sommes un corps d'énergie, que la plus petite particule de matière n'est pas de la matière, mais un signal électromagnétique. On appelle ça la théorie des cordes.
Quand la plus petite particule de matière identifiée, c'est le quarks. Et aujourd'hui, au-delà du quarks, il n'y a plus de matière, il n'y a plus qu'un signal électromagnétique. Donc je suis un corps d'énergie. Dans la tradition indienne, chinoise, toutes ces médecines ayurvédiques, médecine chinoise, on n'a pas oublié ça. Nous, en France, en Occident, on l'a complètement zappé et on s'est focalisé sur la science pure, objectivable, pensant qu'on pourrait tout démontrer avec la science. Mais il y a des choses subtiles qu'aujourd'hui la science a du mal à accepter et à démontrer, et le corps énergétique en fait partie. Mon corps énergétique, il déborde de mon corps physique, voilà, jusqu'à mon corps éthérique. Ensuite, j'ai un deuxième corps qu'on appelle le corps astral, qui est de forme ovoïde. Voilà. J'en ai encore un qu'on appelle le corps causal. Je vous donne les références yogiques. En ésotérisme, chez les anthroposophes, on va donner parfois d'autres noms. Ici, on parlera du corps mental inférieur, du corps mental supérieur, et on mettra le causal au milieu. Par exemple, chez le maître Sri Aurobindo en Inde, chez qui j'ai travaillé, dans l'ashram de qui je suis allée, il ne parle pas de l'astral et du causal, il va parler du corps vital, du corps psychique, du corps mental, du corps supramental. Ça a d'autres noms, mais c'est toujours la même chose. Au-delà, on en a encore un qui s'appelle le corps bouddhique, et au-delà, on en a encore un qui s'appelle le corps atmique. Atma, ça vient du grec esprit. Atma, ça veut dire le souffle. Voilà, c'est le corps atmique. Et je le fais en pointillé, parce que bien souvent, on pense que ça s'arrête là, mais pas du tout. On peut monter sur 352 niveaux, et on peut explorer en expansion de conscience jusqu'à 75 corps de lumière, en plus de ces corps-là. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'espace dans mon corps énergétique. Qu'est-ce que c'est que ce corps énergétique? Il vibre. Si je suis en bonne santé, si je suis dans la joie, si je m'identifie à mon je suis, il a un taux vibratoire très haut. Si je suis dans la peur, dans le stress, dans les croyances, dans les limitations, mon taux vibratoire va chuter. Si je suis malade, mon corps exprime ce que ma psyché n'a pas pu dire, je somatise et mon taux vibratoire va baisser. Mon corps physique, il est comme mon corps énergétique, il a des pompes. La pompe du corps physique, c'est le cœur. Eh bien, j'ai des pompes qu'on appelle les chakras, qui sont au fond du bassin, 2 doigts sous le nombril, au plexus solaire, au niveau du cœur, pardon, au niveau de la gorge, et au niveau du 3e œil, et au niveau du chakra couronne, ici au sommet de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les chakras sont des pompes qui font accélérer la circulation énergétique. Ils sont reliés par un gros canal Shushumna et 2 canaux latéraux, Ida et Pingala. Si je fais ce dessin, vous connaissez tous ça. C'est le caducée d'Hermès. Hermès, le messager. Mais c'est aussi à l'époque d'Esculape, Shushumna, le chakra 7 avec le sommet de la tête, les différents chakras, Ida et Pingala. On a oublié cette forme de médecine énergétique pour ne faire plus que de la médecine scientifique et de la médecine objective, pas subjective, pas qui touche à ces choses subtiles. Mon corps physique, il est habité, il est, je dirais, canalisé par plein de méridiens, et mon corps énergétique, il a plein de canaux, ce sont les méridiens du corps énergétique, on les appelle les nadis, et dans les sciences védiques, on parle de 72 000 nadis. Voilà. Donc il y a plein de canaux. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience dès l'instant où on a compris que je ne suis pas qu'un corps physique? C'est un état qui permet à ma conscience
d'habiter mon corps et de s'expanser à l'intérieur de mon corps énergétique. Ma conscience va s'expanser dans mon corps éthérique, dans mon corps astral, dans mon corps causal, dans mon corps bouddhique, dans mon corps atmique. Ma conscience s'expanse. Qu'est-ce que c'est que ces états d'expansion de conscience du point de vue de la science? C'est quand mon cerveau passe des ondes bêta, qui sont des ondes rapides, en ondes alpha, en ondes θ, en ondes delta et en ondes gamma. En bêta, je suis éveillée, en alpha, je suis relaxée, en θ, je dors, en delta, je suis en sommeil profond, en gamma, je suis en sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. L'état d'expansion de conscience est un état qui amène mon cerveau comme ça, mais sans dormir. Mon corps dort, mon corps est relaxé, profondément relaxé, il dort, mais mon esprit, ma conscience est éveillée et ma conscience va s'expanser dans tout mon corps énergétique. Qu'est-ce qui se passe si je m'expanse dans mon corps énergétique? Ici, je suis en bêta. Je vais passer en alpha, mon corps s'endort et je vais entrer dans le corps éthérique. Si je monte jusque-là, je vais arriver en θ. Mon cerveau va fonctionner en θ. Ici en delta et ici en gamma. Quand je vais en θ, et je travaille en θ dans les séances individuelles et sur de nombreux séminaires, ma conscience s'expanse. J'ai des pouvoirs visuels, pas moi, vous tous. Nous avons tous ces pouvoirs-là. Des capacités de voir avec le troisième œil, d'entendre en clairaudience, de ressentir en clairsentience. Si je vais là en expansion de conscience, je vais tomber sur des nœuds, sur mes nadis. Et si je vais voir ce qu'il y a dedans, je vais tomber sur des mémoires, sur les mémoires de mon histoire. Je vais tomber sur la dimension de mon inconscient personnel. Je vais tomber sur la dimension de ma couche de personnalité qui s'est structurée à partir de ces mémoires de ma couche personnelle. Si je vais dans une mémoire, je pars en expansion consciente, je vais dans une mémoire, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve les émotions, je retrouve les sensations, je retrouve mes peurs, je retrouve ma colère, je retrouve ma haine, je retrouve ma terreur, je retrouve tout ce que j'ai vécu si c'était difficile. Cette mémoire, elle s'ouvre et elle libère tout ce qu'il y a dedans. Et je retrouve mon petit enfant, celui qu'on appelle aujourd'hui l'enfant intérieur, l'enfant qui est au fond de moi ou même à l'extérieur de moi et qui est en souffrance. Et je vais à la rencontre de ce petit enfant et je l'écoute et il me raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert, ce qui était difficile pour lui. Et je le prends dans mes bras, je le console, je deviens son parent parfait. Je veille sur lui, je l'emmène avec moi. Et une fois que j'ai bien vu ce qui se passe là, j'emmène le petit enfant plus loin en expansion de conscience. Là, autour. Je pars dans le corps bouddhique ou dans le corps atmique. Et j'emmène mon petit garçon ou ma petite fille. Et dans ce corps-là, c'est un espace où quand on s'expanse, on fait l'expérience de la lumière, de l'amour, de la perfection, de la beauté. Il y a plein de choses à voir quand on va là, mais on ressent toute cette lumière et tout cet amour. Et j'appelle la lumière, j'appelle ça la source. Et je la fais descendre sur mon petit enfant. Et je vais nettoyer sa souffrance, nettoyer sa peur, nettoyer sa colère, sa terreur, tout ce qu'il a vécu de difficile. Et je vais le remplir d'amour, le remplir de lumière. Et une fois qu'il est bien rempli, je le ramène dans mon cœur. Je le lance au fond de mon cœur. Je prends soin de lui. Je dis, n'aie plus peur. À partir de maintenant, je veille sur toi. Qu'est-ce qui se passe quand je nettoie la mémoire? J'ai sorti l'enfant qui était en difficulté, en douleur. J'ai remplacé par un enfant réparé. La mémoire s'est ouverte, s'est libérée, s'est vidée. Ça fait plus qu'une cicatrice. Derrière, il y avait tous mes talents. L'or dont je vous parlais, que j'ai refoulé dans mon inconscient, parce qu'on m'a dit que j'étais pas assez, que j'étais trop, que j'étais nulle. Ça redevient disponible à la vie, ça revient. Et je retrouve ces talents, je retrouve ma confiance, je retrouve mes capacités.
Et puis ensuite, l'énergie, si elle était bloquée, elle ne pouvait plus circuler, donc l'énergie revient. Et elle redevient disponible ici à la vie. Et donc, qu'est-ce qui fait si je commence à nettoyer toutes les mémoires de ma structure de personnalité? Je réveille tous mes talents. J'ai de plus en plus d'énergie. Je me lève le matin, j'ai la pêche. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de vivre, j'ai envie de créer. J'ai de moins en moins peur. Puisque les mémoires sont nettoyées, les situations du présent ne vont pas venir les réveiller. L'enfant réparé a pris la place de l'enfant en souffrance dans la mémoire. Et comme mon cerveau est plastique, il a une hyperplasticité, il ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Et donc, mon cerveau dit, ah mais oui, ce petit enfant qui était en souffrance, aujourd'hui il va bien. Il a une belle maman qui veille sur lui ou un beau papa, il n'est plus en danger. Donc la mémoire est nettoyée. Je retrouve mes talents, je retrouve l'énergie, j'ai la pêche, je suis de plus en plus enthousiaste. Plus je nettoie, plus je répare, plus je suis enthousiaste. Si je pars un peu plus loin en expansion de conscience, ici dans cette zone, je vais réparer les mémoires familiales. On ne peut pas couper les fidélités, ce n'est pas possible. Mais on peut aller connecter l'énergie des ancêtres pour leur demander de nous libérer. On peut aller lever les secrets de famille et on découvre plein de secrets. Tous les ans, j'ai quelqu'un qui découvre qu'il n'est pas le fils de son père ou la fille de son père. Et quand il va chercher l'information dans la famille auprès des personnes encore vivantes, comme les grands-tantes, les grands-mères ou les grands-oncles, il découvre que tout le monde est au courant sauf lui. Donc on va traiter toutes les mémoires familiales qui faisaient cette couche de la famille qui agit dans ma structure de personnalité et qui peut créer des failles qui vont m'empêcher de réussir, m'empêcher de m'épanouir. Et puis si je vais encore plus loin en expansion de conscience, je vais toucher ce qui touche au collectif, aux égrégores et aux archétypes, aux amas de formes pensées auxquelles j'appartiens, les groupes sociaux, les religions, tout ce qui m'impacte, tout ce qui peut m'entraver, tout ce qui peut agir dans ma vie. Eh bien, je vais pouvoir faire la paix avec mes égrégores, trouver ce qu'il y a de beau en eux, me libérer de ce qui est la partie négative. Dans tout égrégore, il y a une partie positive, une partie négative, et être plus en paix et pouvoir m'exprimer de façon libérée. Je vais pouvoir aller voir aussi mes archétypes qui dépendent des mythes, des symboles, de la culture. Les archétypes, ce sont des manteaux. Alors, il y a des grandes définitions très complexes. Là, aujourd'hui, ce week-end, pendant 3 jours, je fais une formation sur les archétypes pour les stagiaires qui travaillent avec moi. Donc, c'est très complexe, très, très difficile. En fait, c'est simple, c'est un manteau. C'est un manteau qui vient vous habiller et qui vous apporte tous les attributs de l'archétype. Si c'est un guerrier, il fait de vous un guerrier. Si c'est un impérator, il fait de vous un impérator, quelqu'un qui court après l'avoir, le pouvoir. Si c'est un archétype vierge, il fait de vous une femme vierge, pas d'homme dans votre vie, etc. L'archétype vient vous habiller en fonction des situations de votre vie. S'il habille votre « je suis », votre perfection, il démultiplie votre puissance, il vous donne plus de pouvoir, plus de capacité d'action. S'il habille la couche, quand vous êtes décentré, quand vous êtes dans votre personnalité en souffrance, il renforce le côté négatif. L'archétype guerrier, quand il vient habiller votre crocodile, celui qui lutte, qui fuit ou qui se replie, il va le transformer en dragon qui crache du feu. Donc c'est un guerrier encore plus puissant, mais encore moins créateur de valeur. Donc les archétypes, on va pouvoir les travailler en allant en expansion de conscience et agir sur notre structure de personnalité, sur nos failles. Quand on arrive ici, dans le corps bouddhique et dans le corps atmique, on va faire l'expérience du « je suis ». Le corps bouddhique et le corps atmique nous reconnectent à notre vraie nature, notre perfection divine, notre image magnifique. Le fait d'aller là,
Les stagiaires disent, c'est comme si j'étais revenue à la maison. J'avais l'impression d'être rentrée chez moi. Ben oui, on retrouve sa vraie nature. Et l'objectif, c'est de ramener tout ça dans l'état de conscience ordinaire pour pouvoir le manifester, pour pouvoir le vivre au quotidien. Donc si on fait une synthèse rapide sur cette exploration de la structure de personnalité par les états d'expansion conscience, on va explorer toute l'histoire personnelle qui correspond à l'inconscient personnel jungien, de Jung, qui a très très bien décrit l'inconscient. Je fais une conférence demain, je crois, sur l'inconscient ou lundi, qui explique bien tout ça. Ensuite, je vais pouvoir explorer les mémoires de mon histoire familiale qui me conditionnent et qui me structurent et me libérer des fidélités. Je vais pouvoir me libérer des formes pensées, des égrégores et des archétypes et du collectif qui m'impactent et qui m'entravent et faire la paix avec eux. Et je vais reconnecter ma vraie nature pour venir la manifester en état de conscience ordinaire. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais vous faites comment pour aller là-dedans? C'est tout simple. Les techniques les plus simples, rien que de vous relaxer, vous êtes déjà en état d'expansion de conscience. Il y a plein de techniques, les techniques corporelles, le qigong, le yoga. Quand vous terminez une séance de yoga, vous avez un temps de relaxation à la fin. Eh bien, à la fin de votre séance de yoga, vous partez en expansion de conscience. Si elle dure un peu, cette relaxation, vous pouvez l'utiliser pour aller chercher des mémoires de l'enfance. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir parce qu'à une séance de yoga, il y a des mémoires terribles qui sont remontées, elles ont été submergées par leurs émotions. Quand vous faites de la course à pied, quand vous passez dans le deuxième souffle, que le mouvement est automatique, c'est l'énergie qui vous fait courir et c'est plus le cerveau qui commande, vous êtes en état d'expansion de conscience. La danse sacrée, ça amène en état d'expansion de conscience. Les techniques respiratoires, avec des enchaînements respiratoires simples, on peut faire des expansions magnifiques. Pendant des années, j'ai exploré tous les corps uniquement avec des techniques respiratoires. Les sons, la musique sacrée, le chant des sirènes, le chant des dauphins, des baleines, le chant des sirènes, les dauphins, les baleines, tout ça, ça vous amène en expansion. Le bruit de la mer, le bruit d'une cascade, le bruit de la pluie. Mozart, Handel, Vivaldi, Haydn sont des bacs, sont des autoroutes pour aller en expansion de conscience dans les musiques sacrées. Ensuite, donc les mouvements corporels, la respiration, les sons. Il y a aussi les plantes sacrées, les plantes comme on travaille avec les chamans au Pérou. Moi, j'ai travaillé dans l'Amazonie péruvienne pendant des années, à raison de plusieurs semaines par an, avec un chaman, juste seul avec lui. Et j'ai expérimenté avec lui beaucoup de plantes sacrées dans des rituels. On n'a pas besoin de prendre les plantes pour aller en expansion de conscience. C'est une expérience intéressante, mais ça fait vomir et ça vous donne la diarrhée. Donc c'est quand même moins confortable que d'y aller en respirant ou en faisant un peu de yoga ou un peu de méditation. Les techniques méditatives et la contemplation vous amènent en expansion de conscience. Donc en général, ce que je propose pour découvrir, c'est un séminaire de 2 jours où vous allez explorer plein de techniques pour aller en expansion. Vous allez avoir la technique de base, le process pour partir en sécurité, pour pouvoir le vivre sans danger, pour y aller et pour revenir. Parce que ce n'est pas le tout d'y aller, il faut revenir. Donc une fois que vous avez fait le chemin, que vous savez y aller, que vous savez comment revenir, vous y allez tout seul et vous pouvez travailler seul. Donc ça, c'est un petit séminaire de 2 jours que je propose. Le prochain aura lieu le 10 et 11 mars. Si vous souhaitez que vous êtes arrivé après le début de la conférence, Laurence va vous donner un petit papier pour participer au tirage au sort, puisque j'offre un séminaire gratuit à la fin du salon. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire très rapidement sur l'étude de la structure de personnalité et son exploration par les états d'expansion de conscience. On retrouve là-dedans le schéma jungien avec l'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient collectif, l'inconscient universel.
Et on fait les ponts avec la neurophysiologie, avec les ondes cérébrales, bêta, alpha, theta, delta, gamma. Et on peut faire également les ponts, pour ceux qui connaissent, avec les outils Monro. Monro, c'est le scientifique qui a étudié de façon très cartésienne ces états. Et ici, on est en focus C1. Quand mon corps s'endort et que je me relaxe, je passe en focus 10. Ici, ma conscience passe en focus 12. Ici, ma conscience passe en focus 15 et focus 17, qui est un focus de travail avec lequel je travaille beaucoup. Ici, je passe en 21, 23, 25, 26. 25-26 sont les plans où on va trouver les égrégores et les archétypes. 23, c'est le plan où on trouve les âmes en peine, les âmes qui ne sont pas montées et qu'on peut aider à monter. 27, c'est là où je retrouve mon je suis, où je fais l'expérience de la lumière, de l'amour, de la source. C'est le focus où je peux avoir des visions sublimes de maîtres, d'anges, d'archanges, de tas de choses qui font, quand on n'a pas l'habitude, très fumeur de moquette, mais quand ça se présente à vous, vous ne pouvez pas nier que vous avez vu. On peut toujours dire que c'est le mental, mais j'aime à penser que c'est autre chose que le mental. Focus 27, c'est là où sont les âmes en paix, c'est là où on peut rencontrer nos maîtres qui sont ascensionnés et toutes les hiérarchies célestes. Donc voilà l'ensemble des ponts, voilà l'ensemble de la conférence. Si vous avez des questions, eh bien c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez envie d'explorer, venez faire ce séminaire de 2 jours, le 10 et le 11 mars, sinon au mois de mai, il y en a un tous les 2 mois. Et ils se remplissent très très vite, mais vous êtes bienvenus et venez explorer. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être venus.